Le clic froid et métallique du verrou fut le seul adieu qu'on m'ait accordé. Un son plus tranchant que les derniers mots de mon fils, plus définitif encore que le mépris dans les yeux de sa femme. C'était le bruit de ma vie qu'on fermait à double tour, abandonné sur le béton fissuré de ce perron que j'avais moi-même aidé à repeindre. Mes valises, 2 sacs usés et un cabas en toile contenant mon tricot, gisaient à mes côtés, pareils à de vieux compagnons orphelins. La porte de la maison que mes économies avaient financée, celle où j'avais veillé leur petite fille malade pendant qu'ils dormaient, restait close. À l'intérieur, il fêtait peut-être quelque chose. Dehors, dans l'air lourd d'un été à Clermont-Ferrand, je n'étais plus qu'un fantôme. Ce geste brutal avait commencé 2 jours plus tôt, à cause d'un bout de papier à 5 €. Mais enfin maman, c'est quoi ce truc? La voix de Léo, mon fils, avait transpercé le calme du matin. Il se dressait au-dessus de moi à la table de la cuisine, son ombre couvrant ma tasse de thé. Il brandissait un ticket de jeu à gratter entre ses doigts comme s'il tenait quelque chose de pourri. Sa femme, Sabine, était là, silencieuse mais tranchante, près de l'évier. Elle astiquait un verre à vin, ses gestes lents, précis, et dans le reflet du verre, son visage tordu par le mépris. Elle n'avait pas besoin de parler, son silence était son arme, affûtée à la perfection. Tout dans sa posture trahissait son jugement, la moue pincée, l'infime inclinaison de la tête. Je passai des yeux furieux de mon fils au billet. Un simple ticket à gratter, une petite habitude que j'avais prise après la mort de mon mari François. Il avait usé sa vie dans les aciéries de la vallée du Rhône. Et après son départ, le silence de notre petit appartement était devenu assourdissant. Les jeux à gratter étaient un murmure d'espoir dans ce silence, un rêve à 5 €. Ce n'était pas pour gagner. C'était pour rêver juste un instant au si. C'est mon argent, Léo, murmurai-je, ma voix légère comme le bruissement d'une feuille. Dans la boîte à biscuits? Il ricana. Un rire sec, amer, qui ne lui ressemblait pas. C'est pour les courses. C'est notre argent. Tu n'as aucun revenu, maman. On paie tout. Tu vis ici gratuitement. N'oublie pas ça. Gratuitement. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Il voulait ça. Faire disparaître toutes ces années où j'avais enchaîné les doubles services au bistrot après l'accident de François. La police d'assurance vie que je leur avais cédée pour l'achat de cette maison. Les heures passées à m'occuper de leur fille pour que Sabine puisse lancer sa carrière sur les réseaux sociaux. Tout effacé d'un seul mot. C'est pas les 5 €, gronda-t-il, le visage déformé par la rage, c'est une question de principe. C'est complètement irresponsable. Tu as 72 ans et tu agis comme une enfant. Il faut grandir un peu. Sabine finit par ouvrir la bouche, d'une voix douce, venimeuse. On trouve juste que ce n'est pas très digne, Clara. Les gens parlent. Je me suis ratatinée sur ma chaise. Mon univers s'est rétréci jusqu'au motif fleuri de la nappe cirée. J'aurais voulu expliquer que le monsieur de l'épicerie, Marc, connaissait mon prénom grâce à ses tickets. Que dans une vie où je devenais invisible, son joyeux comme d'habitude, Madame Thévenin, était une petite encre. Mais les mots sont restés coincés, prisonniers du mur de honte qu'ils avaient patiemment bâti. J'ai plié le ticket avec soin, celui qu'ils trouvaient si offensant, et l'ai glissé dans la poche de mon gilet. Je ne l'avais même pas encore gratté. Ne dis pas qu'on ne t'a pas prévenu, lâcha Léo en me tournant le dos. Sabine le suivit, son ombre collée au talon. Je suis restée là longtemps, dans le silence qu'ils avaient laissé, plus lourd que n'importe quel bruit. La cuisine, autrefois mon royaume de chaleur et de soins, me semblait étrangère. J'ai regardé les petits traits au mur où je mesurais Léo en grandissant. La fine éraflure au sol, là où sa première draisienne avait glissé. Cette maison était un musée d'un amour qu'ils avaient oublié. Et moi, j'étais juste une vieille pièce dont ils ne voulaient plus s'occuper. Plus tard, ce matin-là, je me suis assise sur la balançoire du porche pour respirer un air qui ne soit pas chargé de leurs ressentiments. J'ai ressorti le billet de ma poche. C'était un jeu Trésor d'Auvergne, avec un jackpot annoncé à 17 millions €. En tout petit, en bas, signé ici pour valider. Comme toujours, mon nom, Clara Thévenin, y était inscrit à l'encre bleue tremblante, daté de ce matin-là. Mes mains tremblaient tandis que je sortais une pièce de 20 centimes de mon sac. Le crissement du métal sur le papier était une forme de résistance. J'ai gratté la surface argentée, le cœur tambourinant. Un 14, un 28, un 3. Je continuais. Ma respiration suspendue. Puis je les ai vus. Les symboles s'alignaient. Les numéros correspondaient. Dans la case du gain, une somme qui me fit vaciller la vue. 17 millions €. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Un calme cristallin m'envahit.
Je fixais le billet, non pas dans l'incrédulité, mais avec une certitude terrifiante. Je l'ai plié comme une prière, puis rangé dans une pochette zippée, profondément enfouie dans mon sac. À cet instant, sur le perron d'une maison où je n'étais plus la bienvenue, j'ai ressenti une puissance que je n'avais plus connue depuis des décennies. Ce n'était pas l'argent. C'était le savoir. Ils pensaient détenir toutes les cartes, mais ils n'avaient même pas pris la peine de lire le nom au dos du billet. Ils levaient leur verre à leur propre supériorité, et moi, je détenais la vérité. Et pour la première fois depuis bien longtemps, je savais exactement ce que j'allais en faire. Le lendemain, je ne dis rien. Je traversais la maison comme une ombre, mon secret dissimulé comme un cœur caché. Je rangeai la cuisine, désherbai le petit jardin que Sabine négligeait, et j'offris un sourire poli, creux, lorsqu'il me croisait dans le couloir. Le billet gagnant pesait doucement dans mon sac, une promesse que moi seul comprenais. C'est en triant leur linge que j'ai commencé à sentir une angoisse froide s'insinuer dans mon calme. Je gardais un petit panier en osier dans la buanderie pour les objets oubliés dans les poches, pièces, tickets de caisse, et souvent mes tickets perdants. Je les mettais de côté pour les tirages de seconde chance, une habitude qu'ils trouvaient pathétique. Je me souvenais y avoir jeté un ticket hier, un billet perdant. Sur une impulsion, j'ai glissé la main dedans. Mes doigts ont effleuré le fond. Vide. Ma première pensée fut que je l'avais jeté. Je vérifiai la poubelle, fouillant entre les filtres à café usagés et les prospectus. Rien. Je regardai sous la machine, derrière les lessives. Disparu. Une suspicion muette, écœurante, a commencé à germer en moi. Ce n'était qu'un ticket perdant, sans valeur. Mais son absence ressemblait à une violation. Une intrusion silencieuse. Cette nuit-là, les bruits de leur célébration me parvinrent derrière leurs portes closes. Des rires étouffés, le pop net d'un bouchon de champagne, des verres qui s'entrechoquent. Au matin, un camion de livraison ronronnait dans l'allée. Un immense téléviseur de 2 mètres de large était déchargé. Sabine signa en peignoir de soie, telle une reine recevant son dû. La journée se poursuivit avec un défilé de colis, caisses de vin prestigieux, un manteau de créateur coûtant plus que ma retraite entière, des cartons d'enseignes électroniques haut de gamme. Ils ne parlèrent jamais de gains à la loterie. Ils n'avaient pas besoin. Ils le vivaient, bruyamment et sans vergogne, sous les yeux de celle qu'ils avaient humiliée pour un simple billet à gratter. Assise dans mon fauteuil, mes aiguilles de tricot cliquetaient, saccadées, comme mon cœur. Le fil s'en mêlait dans mes mains tremblantes. Je voulais avoir tort. Je priais pour avoir tort. Peut-être avait-il reçu une prime, un héritage? Mais la preuve arriva quand Sabine laissa son téléphone sur le plan de travail. L'écran s'alluma. Un message de sa sœur. Il fut comme une lame. OMG, Sab, 17 millions. Tu ne vas quand même pas le dire à la vieille harpie? Je restai figé, la main suspendue au-dessus du torchon. La vieille harpie. Voilà ce que j'étais pour eux. Pas une mère. Pas une grand-mère. Un obstacle. Ils avaient trouvé le ticket. Le ticket perdant, compris-je d'un coup. Ils avaient dû le croire gagnant. Et d'une manière ou d'une autre, ils avaient réussi à encaisser, ou du moins à y croire. Mais comment? Mon esprit s'emballa. Ils n'avaient pas le vrai billet. Le vrai, signé, était toujours au fond de mon sac. Alors qu'avaient-ils trouvé? Et surtout, qu'était-il en train de célébrer? Ma confusion était un brouillard épais, mais la trahison, elle, était limpide. Ils croyaient avoir gagné, et leur premier réflexe avait été de se gaver, pendant que moi, j'étais relégué au rôle de domestique dans leur palais doré. 2 jours plus tard, ma clé ne rentrait plus dans la serrure. Je frappai, la peur nouant mon ventre. Léo entr'ouvrit à peine. Il fuyait mon regard. Maman. On a besoin d'espace. Avec tous les changements, ça devient compliqué. Mes affaires sont à l'intérieur, dis-je, sans même reconnaître ma propre voix. On t'a tout préparé, lança Sabine depuis l'intérieur. Sur le perron, mes valises. Mon sac. Et le panier vide, posé au sommet, comme une dernière gifle. Je ne suppliais pas. Je ne criais pas. Je n'en avais plus la force. Il ne restait que la lucidité glaciale. Je ramassai mes affaires et marchai jusqu'au trottoir, au moment où le verrou se referma derrière moi, sec et définitif. Ils ne me proposèrent ni transport ni argent. Seulement une porte close. Et le bruit étouffé d'une fête à laquelle je n'étais plus convié. Ils célébraient leur chance. Mais leur négligence fut mon salut. Aveuglés par leur propre avidité, obsédés par un chiffre sur un billet qu'ils croyaient leur, ils n'avaient jamais envisagé que j'avais le vrai. La médiathèque de Saint-Jacques sentait le papier ancien et la dignité discrète. Il y faisait chaud.
C'était gratuit. Pour l'instant, cela suffisait. J'avais parcouru les 12 pâtés de maison à pied, ma vie réduite à 2 valises qui semblaient peser un peu plus à chaque pas. Je trouvai une table vide près de la fenêtre, face à la rue mouillée par la pluie. Je branchai mon vieux téléphone à clapet dans une prise et tentai d'arrêter de trembler. J'avais la vérité. Mais face à leur cruauté, la vérité me paraissait fragile. Il me fallait une preuve. J'ai ouvert la galerie de mon vieux téléphone. Je suis passé devant des photos floues d'Isabelle, ma petite fille, et de mes rosiers dont je m'occupais avec soin. Et puis je l'ai vue. Une photo prise à l'épicerie de Marc, 3 jours plus tôt. Une habitude née d'un vague instinct de survie. C'était un cliché net du billet gagnant Trésor d'Auvergne, posé à plat sur le comptoir, avant même que je ne le gratte. J'ai zoomé. Les numéros de série étaient visibles. Et au dos, ma signature, Clara Métévenin. Incontestable. Ma respiration s'est bloquée. Ils n'avaient pas volé le billet gagnant. Ils avaient dû trouver un autre ticket, peut-être un vieux perdu de la semaine précédente, et dans leur avidité fiévreuse, ils avaient vu ce qu'ils voulaient voir. Ils avaient bâti leur château d'écran plat et de champagne sur une illusion, et sur ce qu'ils prenaient pour ma naïveté. Mais le vrai billet, signé ce document légal, était bien au fond de mon sac. Une nouvelle résolution se forma en moi. Les confronter n'aurait servi à rien, ils auraient nié, m'auraient fait douter de ma propre réalité. Il me fallait une autre arme. J'ai ouvert le navigateur de la médiathèque et cherché le site de la commission des jeux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai trouvé un numéro pour les litiges liés au jeu. La femme qui a répondu avait une voix calme, posée. Un véritable ancrage. J'ai expliqué la situation, la voix tremblante d'abord, puis de plus en plus assurée à mesure que je posais les faits. J'avais le billet gagnant signé. J'avais une photo prise avant le grattage, horodatée, au point de vente. Madame, dit-elle après une pause réfléchie, si votre nom est sur le ticket et que vous avez une preuve d'achat, ce billet est légalement le vôtre. Peu importe ce que d'autres prétendent. La signature fait foi. Les larmes que je m'étais refusées jusque-là coulèrent enfin. Pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. Il n'est pas trop tard ? Pas du tout, répondit-elle. Nous allons ouvrir une enquête officielle. Ne perdez ni le billet, ni cette photo. Après l'appel, je suis retournée à l'épicerie. Marc, le jeune vendeur, était à son poste. Bonjour Madame T, dit-il en souriant. Comme d'habitude ? Pas aujourd'hui Marc, répondis-je avec un sourire moins fragile qu'hier. J'ai besoin d'un service. Peux-tu retrouver les images de la caméra de surveillance d'il y a 3 jours ? J'ai juste besoin d'une image fixe, de moi en train d'acheter un ticket. Il me lança un regard inquiet. Tout va bien ? Pas vraiment. Mais je vais y remédier. Il fit un appel, puis quelques minutes plus tard, me tendit une impression papier. Moi, debout au comptoir, tendant un billet de 5 €. J'avais l'air fatigué, usé, mais j'étais là. Une cliente. Une personne. La propriétaire légitime. Avec le billet, la photo dans mon téléphone et cette capture d'écran, j'avais une trinité irréfutable de preuves. Ce soir-là, dans le silence feutré de la médiathèque, j'ai tout envoyé à la commission des jeux. La réponse arriva dans l'heure. Réclamation reçue. Preuves préliminaires vérifiées. Veuillez attendre l'examen officiel. Le billet a été signalé dans notre système. Je fixais les mots légalement vôtres. Je n'avais ni toit ni famille, moins de 100 € en poche. Mais j'avais la vérité. Et maintenant, la région aussi. 2 jours plus tard, l'email officiel arriva. Madame Thévenin, votre identité en tant qu'acheteuse et signataire du billet gagnant B78B45192 a été confirmée. Vous êtes la bénéficiaire légitime du prix de 17 millions d'euros. Veuillez contacter notre bureau de Lyon pour entamer la procédure de transfert sécurisé. Des options de confidentialité sont disponibles. Bénéficiaire légitime. J'ai choisi la clause de confidentialité senior, un dispositif visant à protéger les gagnants âgés contre les arnaques, souvent perpétrées par leur propre famille. L'ironie ne m'échappa pas. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, leurs rêves commençaient à s'effondrer. Mon téléphone, resté en mode silencieux, se mit à vibrer sans relâche. 6 appels manqués de Sabine. 10 de Léo. Puis les messages affluèrent, un torrent de panique et de mensonges. Maman, t'es où ? On s'inquiétait. Ok, on a trouvé un ticket. On pensait que c'était le bon. C'était une erreur. On peut en parler ? La loterie dit qu'il y a une autre réclamation. Qu'est-ce que t'as fait ? Réponds. Partageons 50-50e. C'est plus que raisonnable. Ce gain peut profiter à tout le monde.
Je les imaginais au siège de la loterie sur deux, prêts pour leur conférence de presse. Et soudain, face à un agent leur annonçant que le prix avait déjà été réclamé, légalement. J'imaginais le masque de charme de Sabine se fissurer. Le visage de Léo se tordre de rage impuissante. Ils avaient préparé leur discours de victoire, sans jamais envisager la défaite. Un long message vocal de Sabine suivit. Sa voix dégoulinait de fausse tendresse. « Clara, je sais qu'on a une eau différente, mais pense à Isabelle. Pense à la famille. Cet argent n'a pas à nous diviser. Il peut être un pont. » Un pont ? Ils avaient brûlé tout le village, et maintenant ils voulaient emprunter une tasse de sucre. J'ai éteint le téléphone. Je les ai laissés dans le silence qu'ils m'avaient imposé avec tant de cruauté. L'argent était à moi. Le pouvoir était à moi. Mais surtout, la vérité était à moi. Et je n'avais aucune intention de jamais remettre un pied de l'autre côté de ce pont brûlé. Leur prochain coup était aussi prévisible qu'ignoble. Quand la manipulation feutrée échoua, ils passèrent à la démolition publique. Une bibliothécaire, mademoiselle Albrecht, qui suivait discrètement mon histoire, me montra doucement l'écran de son téléphone. « Clara, je crois que vous devez voir ça. » C'était le profil Facebook de Sabine. Sa photo de profil ? Un portrait professionnel, éclairage flatteur, tête légèrement inclinée, sourire figé sur le visage. Et juste en dessous, un chef-d'œuvre de victimisation calculée. Le cœur brisé. Parfois, ceux qu'on aime le plus vous trahissent de la manière la plus cruelle. La mère de mon mari, Clara, que nous avions accueillie chez nous, a volé notre billet de loto directement dans mon sac. Nous pensons que son âge l'a rendue confuse et avide. Nous n'avons toujours voulu que le meilleur pour l'avenir de notre fille. Priez pour notre famille. Le tout accompagné d'une photo d'eux, sur le perron, tenant Isabelle entre eux, leurs visages arrangés en masques de chagrin solennel. Décorés de hashtags comme dièse maltraitance DNA, hashtag trahison familiale, hashtag vol, hashtag justice pour Izzy. Les commentaires affluaient comme un torrent de venin à mon encontre. Écœurant. Comment une mère peut-elle faire ça? Porter plainte. Elle est clairement sénile. La pauvre petite. Sa grand-mère a volé son avenir. Je restais figé devant l'écran, les mains glacées. Ils essayaient de détruire mon nom. Ma réputation. La seule chose qu'il me restait. Ils pensaient que j'allais m'effondrer, me cacher de honte. Mais ils avaient oublié un détail fondamental, j'avais tout conservé. Avec l'aide de mademoiselle Albrecht, je m'installai devant un ordinateur de la médiathèque. Mes doigts, d'ordinaire maladroits avec la technologie, se mirent à taper avec une détermination tranquille. Je commençai à monter mon dossier, non pas pour un tribunal, mais pour le tribunal de l'opinion publique, qu'eux-mêmes avaient convoqué avec arrogance. D'abord, la photo du ticket, ma signature bien visible. Ensuite, l'image de la caméra de surveillance, me montrant en train de l'acheter. Puis, un relevé bancaire montrant un retrait de 5 € ce jour-là. Je fis défiler d'anciens textos, jusqu'à retrouver un message de Sabine, envoyé après que j'eus accidentellement cassé une assiette. J'en peux plus de t'avoir comme poids mort dans ma maison. Capture d'écran. Enfin, la lettre officielle de la commission des Jeux d'Auvergne-Rhône-Alpes, attestant noir sur blanc que Clara Métévenin était l'unique gagnante vérifiée. Je rassemblai tout dans un seul fichier. Ma légende était simple, directe. À qui de droit, une fausse version des faits circule à mon sujet. Voici la vérité documentée. Je n'ai jamais voulu rendre cela public, mais je refuse que mon nom soit sali. La vérité a ses preuves. J'envoyai le tout à Nora Valence, une journaliste d'investigation d'un média en ligne lyonnais spécialisé dans les fraudes familiales et les abus envers les personnes âgées. J'avais lu ses articles. Elle était intrépide. Précise. Puis je suis retournée dans la petite chambre que je louais chez une ancienne institutrice. Je me suis fait une tasse de thé et j'ai attendu. L'article de Nora Valence fut publié le soir même. Le titre était sans appel. Traitée de voleuse par son propre fils. Les preuves racontent une toute autre histoire. L'article exposait les faits, preuve après preuve, implacablement. Capture d'écran. Lettre officielle. Image de la caméra. C'était méthodique. Irréfutable. Dévastateur. En quelques heures, la tendance s'inversa. Les hashtags sous le post de Sabine se mirent à se remplir de nouveaux commentaires. Attendez, c'est vous qui avez essayé de la voler? Justice pour Clara. Quelle honte. Vous avez mis votre mère à la porte puis menti? Les preuves ne mentent pas. Quelqu'un retrouva un vieux fil de commentaires où Sabine se moquait de mon tricot, le qualifiant de hobby de vieille pionnière ridicule. Il fut reposté partout.
Le tribunal qu'ils avaient lâché sur moi se retourna contre eux. Les conséquences furent rapides et brutales. L'école privée élitiste qu'Isabelle fréquentait avait un code de conduite parentale très strict. Sabine fut discrètement poussée à démissionner du comité de levée de fonds. Les Hamilton, leurs voisins et ex-amis, cessèrent soudain de leur faire signe. Le groupe Facebook du quartier devint un champ de mines, rempli de liens vers l'article de Nora. Et le coup final frappa Léo. Il travaillait dans la communication, un domaine bâti sur l'image et la réputation. Face au scandale, son entreprise publia un communiqué. Notre société est engagée en faveur des valeurs d'intégrité et de famille. Les faits récents concernant la conduite personnelle de M. Thévenin vont à l'encontre de ces valeurs. Dès aujourd'hui, il n'est plus employé chez nous. Une semaine plus tard, un panneau à vendre apparut devant leur maison. 2 semaines plus tard, vendu en rouge. Ils supprimèrent leurs comptes sociaux. Changement de numéro. Disparu. La dernière trace que j'ai reçue d'eux fut un petit mot, anonyme, dans ma nouvelle boîte aux lettres. Une phrase, griffonnée à la va-vite. Tu as gagné. On quitte l'Auvergne. J'ai plié le mot et l'ai rangé dans la même enveloppe que le billet de loto. Ce n'était pas un trophée. C'était un point final au bout d'une phrase douloureuse. Ce n'était pas de la joie que je ressentais, mais une paix profonde. Silencieuse. La maison que j'avais achetée était un petit pavillon en briques, dans une banlieue calme et verdoyante. Il y avait une balançoire sur le perron, un parterre prêt pour les tulipes, et un silence que je pouvais enfin respirer. Elle était à moi. Payée intégralement. Personne ne pouvait m'en chasser. Au-dessus de mon fauteuil préféré, j'ai accroché une seule photo encadrée, l'image extraite de la caméra de l'épicerie de Marc. On y voit simplement une femme achetant un ticket à gratter. Mais dans mes yeux, il y avait un éclat, quelque chose qui avait trop longtemps dormi. L'espoir. Juste en dessous, j'ai fixé un petit panneau en bois sculpté à la main, gravé de 4 mots. J'ai encaissé la vérité. Avant de quitter Clermont-Ferrand, je suis passé une dernière fois à la médiathèque. J'ai tendu un chèque à Mademoiselle Albrette. Pour la médiathèque, ai-je dit. Pour acheter des livres ou réparer le chauffage, pour avoir été un refuge. Elle m'a prise dans ses bras. Une étreinte sincère, dénuée d'intérêt. Je ne me suis jamais retournée. Je n'ai jamais voulu savoir où ils étaient partis. Ce chapitre était clos. Ma guérison n'avait pas besoin de leurs excuses. Pas besoin de leurs remords. Elle avait seulement besoin de paix. Un jour, une lettre arriva. L'écriture de Léo était reconnaissable entre mille. Une longue supplique embrouillée, pleine d'auto-apitoiement, réclamant une seconde chance. Un lien. Sinon pour moi, alors pour Isabelle. Il fut un temps où cette lettre m'aurait brisé le cœur. Je l'aurais pliée contre moi, j'aurais pleuré, et je me serais autorisée à espérer. Mais je n'étais plus cette femme-là. J'ai pris une carte simple, avec un tournesol sur la couverture, et j'ai écrit une seule ligne. Le pardon est un chemin que vous devrez trouver seul. Ma paix ne vous appartient plus. Je l'ai envoyée, sans mentionner d'adresse de retour. Ce soir-là, je me suis assise sur ma terrasse, une tasse de thé à la menthe entre les mains, une menthe fraîche, cueillie dans ma jardinière de fenêtre. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de violet. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin de gagner. La vengeance est bruyante. La dignité, elle, est silencieuse. C'est la maison que l'on se construit soi-même, quand les autres ont brûlé la précédente. C'est le jardin qu'on plante, même sur une terre qu'ils ont laissé calciner. C'est la certitude profonde et inébranlable que notre valeur ne dépend jamais de ceux qui refusent de la voir. Elle est et a toujours été en nous. Et dans la douce quiétude de ma propre vie, c'était enfin suffisant.